Les problèmes restent cependant la pression baissière sur les taux. Cette pression, comme pour les critères décisionnels entrepreneuriaux, fonctionnera alors comme incitation à la banque à chercher des taux de rendement plus performants que les taux des titres étatiques. Les banques n'hésiteront pas alors à financer des projets productifs devenus rentables, voire très rentables, ainsi qu'à financer une consommation apparemment fondée sur une hausse des revenus. Rappelez-vous, je vous ai dit, les facteurs de production voient leurs revenus augmenter parce que les entrepreneurs ont reçu de nouvelles encaisses, ils peuvent payer plus maintenant pour avoir des facteurs, et donc ces gens-là vont consommer. Les banques, qu'est-ce qu'elles vont voir? Elles vont voir des gens qui consomment plus parce qu'elles ont plus de revenus. Et pourquoi pas leur donner encore un autre coup de pouce et leur proposer des crédits? De toute façon, leurs revenus ont augmenté. Rien d'étonnant alors si, entre-temps, la circulation de nouvelles encaisses réelles ou scripturales peuvent se concentrer sur certains marchés. Tout dépend des préférences du public et du contexte institutionnel, ainsi renforçant la hausse des prix d'un certain marché spécifique, créant ainsi des bulles. Par exemple, l'immobilier, parce que déjà il y a un fétiche sur l'immobilier, il faut l'avoir, parce que bon, je ne vais pas payer des loyers, même si parfois les loyers sont plus intéressants qu'acheter. En plus, ce comportement est renforcé institutionnellement, taux zéro pour les prêts immobiliers, par exemple, déduction fiscale. Donc on incite les gens à aller vers ces marchés. Ils poussent les prix vers le haut, pas de problème. Les banques aussi elles sont en train d'injecter des liquidités dans les systèmes. Et bon, liquidités et scripturaux, évidemment. Ce qui va alors permettre à d'autres gens de repousser encore les prix vers le haut, et ainsi de suite. En effet, ces bulles ne peuvent exister que grâce à l'entrée continue des nouvelles encaisses pour nourrir la demande spéculatrice liée aux bulles. Tant qu'à l'affluence d'encaisses continue, les gains de la bulle augmentent à cause de la hausse des prix, tout en incitant les agents à participer à la bulle. C'est-à-dire, on aura une inflation concentrée sur certains marchés. Ceci expliquerait en grande partie pourquoi les prix, même si la masse monétaire augmente, disons, de 20%, ceci explique en partie pourquoi ces 20% les répercutent dans toute l'économie. Ce sera plutôt concentré dans certains marchés. L'immobilier, par exemple. Maintenant, c'est un peu les matières premières, mais pour d'autres raisons aussi. Sinon, avant, pourquoi pas, les rendements que je peux trouver dans les marchés financiers. S'il est vrai que dans les secteurs productifs, les rentabilités estimées augmentent, poussées par l'expansion scripturale, il est vrai également que les effets des cantillons résulteront en un plus grand risque de défaut des entreprises à cause de la hausse des prix des facteurs de production. Ces risques augmentera d'autant plus que l'expansion scripturale aura fait son tour de l'économie, dévaluant le pouvoir d'achat de tous les agents, celui de l'entreprise également. En outre, les pressions consommatrices dans l'économie auront tendance à augmenter tant à cause des effets redistributifs, mais aussi à cause de la perte de pouvoir d'achat monétaire résultante de ces mêmes effets. Si les tendances consommatrices dans l'économie augmentent, alors la pression sur le capital réel, celui qui est vraiment là, installé, qui finance et fonds de provision pour les salaires et amortissement des machines et commande des matières premières, d'accord? Donc, sera affecté. Donc, il y aura une pression sur le capital réel pour les consommer, car plus de consommation finale dans le présent implique moins d'épargne réelle disponible. Mais au départ, tout ce processus se maintient sur une exploitation du potentiel économique, c'est la grande excuse keynésienne. Donc, on dit qu'il y a un potentiel qui est inexploité. Des machines inactives, du chômage d'équilibre. On pourrait embaucher encore plus de personnes, mais bon. C'est peut-être vrai, mais on peut avoir cette inactivité. Cette inactivité peut même aider à éviter les problèmes, justement, des tendances consommatrices qui augmentent. Parce qu'on peut les convertir facilement grâce au crédit scriptural, cette capacité inactive en capacité active. Très bien, mais cela ajoute tout simplement à la pression haussière des prix. Les grands problèmes des producteurs est en effet celui de trouver des facteurs productifs disponibles, puisque les agents dans l'économie n'ont pas
procéder à aucun effort d'épargne supplémentaire. Ceci expliquerait en partie. Alors, la question, c'est les producteurs, ils ont besoin des facteurs productifs disponibles, prêts à l'usage. Dans une économie, OK, peut-être au départ, on a une certaine capacité oisive, inactive, on la réactive. Ça contribue quand même à la hausse des prix. D'accord? Mais ceci a une limite. Comment on fait alors après? On fait appel à l'immigration, par exemple. Pourquoi pas? Ou même à l'externalisation de la production dans d'autres pays pour avoir des prix plus bas, mais plus vite. Donc, on va faire un transfert de toute une usine. Ça prend du temps quand même, mais moins de temps que si je devais construire toute une nouvelle usine. Ou alors, par exemple, si j'ai un problème de déficit des productions d'énergie, je peux alors acheter l'énergie chez mes voisins. D'accord? Mais justement, je suis en train de puiser partout et évidemment d'éteindre des problèmes partout. Toute la situation est très tendue pour la source de l'expansion scripturale, c'est-à-dire les banques. Car les manques d'épargne réelle, des facteurs mis en plus grande disponibilité, exercent une pression négative sur la production et sur la liquidité des banques. Cette situation peut mener les banques à une contraction de leurs scripturaux, mais la sécurité institutionnelle de la BCE la rassure dans son expansion. Du moins pendant un moment variable selon les contextes. Tout dépendra de la quantité des dettes publiques détenues par la banque relativement à ses besoins de liquidité. Plus il y a de dettes publiques disponibles, plus les banques peuvent potentiellement se couvrir contre les risques d'illiquidité. En ce qui concerne cependant les risques de défaut, les banques et autres agents financiers intermédiaires, banques d'investissement notamment, peuvent faire appel au marché des réassurances dérivées qui constituent le marché des dérivés. L'idée est d'utiliser les actifs risqués d'une banque et même d'une entreprise pour créer de nouveaux actifs financiers qui vont être transférés à d'autres agents qui sont. Donc on va créer des produits structurés, d'accord, des CDO, CDO squared, ABS. Après, éventuellement, pourquoi pas, pour se couvrir contre les défauts des paiements, les CDS. Et on va jouer sur. Et évidemment, on peut toujours même jouer sur le prix de ces contrats-là et créer des bulles spéculatives aussi sur ces marchés. Alors, la fin du processus, donc. Vous voyez, les problèmes, c'est qu'avec les scripturaux, on a une double utilisation du même argent. Il y a une tendance consommatrice et une tendance productive dans l'économie. Quelles sont les issues possibles alors? Première, et ça c'est l'issue qui est toujours, qui souligne toujours les processus. Si les systèmes bancaires, monétaires n'est pas détruit avant, ceci va arriver coûte que coûte. C'est quoi? Réajustement inévitable de la structure productive, résultant en le défaut des entreprises et donc l'illiquidité des banques. Évidemment, je vous ai parlé, les tendances consommatrices augmentent. À un moment donné, le capital réel va commencer à diminuer, on ne pourra plus maintenir les rythmes. Et c'est là que l'économie entre en panne. C'est inévitable, peu importe si les banques sont encore en place, d'accord? C'est ça qui va freiner tous les processus. C'est l'économie réelle qui va freiner les processus. D'accord? En partie, c'est arrivé, ça, en 2008. Mais justement, les personnes qui ont pris des crédits immobiliers, elles ne pouvaient pas réellement créer les ressources pour les payer. Ça a mis en difficulté les banques et autres agents financiers qui avaient ces actifs-là, donc les titres de dette, donc les créances, dans leurs actifs. Donc les banques ont eu déjà un problème à cause de ces défauts qui étaient en train d'arriver. Ce qui peut arriver avant, par contre, hyperinflation résultant du surendettement public financé et par la BCE et par les banques. Mais l'État continue à s'endetter de plus en plus, potentiellement augmentant la capacité des banques à créer les monnaies scripturales. Et donc, évidemment, arrive un moment où cette monnaie, on ne la fait plus confiance. On a une hyperinflation qui n'est plus contrôlée. Et donc, jusqu'à ce qui se passe, on abandonne la monnaie. Et là, le système s'arrête. Troisièmement, aussi qui peut arriver avant ou après le problème réel,
Défaut bancaire dû à une insolvabilité impossible de couvrir avec les détentions courantes d'obligations de dette publique. C'est-à-dire, la banque n'a pas assez de titres pour demander encore plus de liquidités pour couvrir ses obligations présentes. Donc, elle déclare un défaut. Ceci peut alors répercuter sur le reste de l'économie. Mais les points à retenir est lequel? Que peu importe, si on évite l'hyperinflation, si on évite les problèmes de solvabilité bancaire, on ne pourra jamais éviter les problèmes réels, c'est-à-dire la déformation, la distorsion de la structure productive. On pense qu'on peut produire plus, on pense qu'on peut embaucher plus, à des salaires plus élevés, on pense pouvoir commander plus de matières premières, plus de machines, plus d'outils, à des prix plus élevés, mais on ne peut pas, parce que l'épargne réelle n'a pas augmenté. À aucun moment, on fait appel à une capacité oisive, ça peut aider pendant un moment. On fait appel à une immigration, c'est des travailleurs déjà prêts, on les ramène. C'est plus rapide que de former quelqu'un en 5 ans, 10 ans, peu importe. Mais peu importe, parce que comme des processus longs sont mis en place, et même pour les processus courts, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'une infrastructure. Ce n'est pas parce que vous vendez plus de services, de communication, divertissement. Par exemple, maintenant, il y a aussi aujourd'hui des biens virtuels. Vous savez qu'est-ce que c'est, les biens virtuels? Vous téléchargez une toolbar dans votre browser et vous pouvez alors avoir des smileys. C'est des biens virtuels. Ça coûte pratiquement rien pour le produire. Hein. Donc, même pour produire ça, il faut quelque chose. Il faut le réseau, il faut l'électricité. Et pour produire plus d'électricité, puisque l'économie est surchauffée, qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Des usines. Mais les usines, ça prend combien de temps pour produire? Ce n'est pas 1, 2 ans. Alors peut-être une petite thermoélectrique, mais une usine nucléaire, hydroélectrique, etc., c'est au moins 10, 15 ans, 20 ans. Et ce n'est pas uniquement ça pour un réseau. Hein? Il y a des travaux à Paris à nouveau, etc. Ils installent la fibre optique. Oui, et vous avez des travaux pendant 6 mois. Hein? Par contre, la pression consommatrice, elle est là tout de suite. Elle n'attend pas. On veut plus et maintenant. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Hayek appelait le problème des épargnes forcées. Qui gagne dans ces jeux de force-là? C'est les producteurs qui veulent augmenter ou c'est les consommateurs? En fait, il n'y a pas vraiment jeu de force. À un moment donné, ce n'est pas une question d'épargne forcée parce qu'il y aura même avec une dévaluation, on devra liquider les projets. Donc il n'y a pas ça que si on arrive à une liquidation, si on arrive à neutraliser la pression consommatrice, on pourra alors faire l'expansion productive. Ce n'est pas vrai, parce que les ressources ne sont pas là de toute façon, elles ont déjà été consommées. Donc voilà, les marchés financiers, ils reflètent tout simplement ces processus. Ils sont aussi affectés. Et la question, c'est que beaucoup de ces mouvements sont total et entièrement légaux. La création des SPV, des véhicules spéciaux d'investissement, les dérivés, etc. C'est tout à fait légal. En fait, c'est des procédés qui ont toujours existé. La titrisation, ça a toujours existé dans les marchés du commerce extérieur. Le factoring des chèques, c'est de la titrisation. La question, c'est qu'on va déformer ça. Pourquoi? Est-ce que la création d'un produit structuré elle ne va pas vraiment diminuer les risques, c'est incorrect. Mais à partir des produits risqués, on peut proposer des produits moins risqués. Parce qu'en fait, on va créer certaines couches de personnes qui vont servir de bouclier pour ceux qui achètent des produits, des produits dérivés moins risqués. D'accord, c'est vrai, ça peut marcher comme ça. Le problème, c'est que si la banque a déjà pris des mauvais clients, les crédits est pourri, personne ne peut payer, les processus même d'expansion productive qui est insoutenable ne peut pas générer les ressources pour payer tout cela, peu importe comment vous avez structuré les produits dérivés, il ne tient pas. D'accord? Bon, donc merci de votre attention et questions.